j'essaye de me dire, voilà, tu es coach, tu dois faire entre guillemets «ton taf» de coach, mais j'ai toujours ce besoin aussi voilà, d'avoir ce côté humain et c'est pour ça aussi que je pense, quand je prends quelqu'un en entraînement, alors je prends très peu de gens en entraînement parce que j'ai déjà, voilà, enfin, un bon pool d'athlètes, mais justement, déjà dans un premier temps, avant de regarder les résultats de l'athlète, je vais regarder le feeling, en fait et ce qui m'importe, c'est, voilà, c'est le feeling que je peux avoir avec l'athlète. Moi, je pars du principe que j'ai besoin de ce côté feeling, de ce côté humain pour pouvoir, moi aussi, me donner à fond. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Adrien Séguret. Adrien a grandi au sein d'une fratrie de 5 enfants, bercé par l'amour du sport transmis par son père, ancien cavalier, et son frère, sportif de haut niveau en équitation. Dès son plus jeune âge, le sport devient son terrain de jeu, une passion qui le mènera vers des sommets insoupçonnés. C'est au fil des années que la vocation d'Adrien pour le coaching se dessine. Si la compétition l'attire, c'est aussi le désir de voir briller les autres qui le motive. C'est ainsi dans son rôle de coach et de sélectionneur de l'équipe de France de trail qu'Adrien trouve sa mission profonde. En plus d'évoquer ses responsabilités dans ces 2 rôles, Adrien va revenir plus particulièrement avec nous aujourd'hui sur ce qui sera sa course épique. En 2013, il participe à la dernière course en raid aventure de sa carrière, le mythique raid Bimbash en Espagne. Il aura particulièrement à cœur d'y voir briller son équipe avant de mettre un terme à sa carrière de raider. Mais la concurrence, présente sur la ligne de départ, ne le voyait pas de cet œil-là. Mais je ne vous en dis pas plus. Adrien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, le goût des autres. Salut Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume et bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur une dimension qui est peut-être un peu moins exposée que celle que l'on connaît aujourd'hui de toi au titre de sélectionneur de l'équipe de France et coach d'athlètes, à savoir ton passé en raid aventure auquel on va se consacrer un peu plus aujourd'hui. Comment ça va Adrien ? Très très bien. J'ai un homme heureux en face de moi. Ouais, non, ça va bien, dans 3 jours les vacances, donc tout va bien. Parfait. Adrien enregistre cet épisode le 20 avril, qui n'est autre que la date de naissance du parachutiste autrichien Felix Baumgartner. Tu te souviens de lui ? Il a réalisé en 2012 le saut depuis la stratosphère, là tu te rappelles de lui ? D'accord, là oui. Ouais. Sur son exploit, il avait captivé des millions de spectateurs à travers le monde et puis il avait marqué quand même l'histoire. Donc il a battu le record du plus haut saut en parachute à cette occasion-là, en sautant depuis une altitude de 39 045 mètres. Ça fait un beau petit morceau de démoin, ça. Adrien, j'ai une petite question pour toi d'entrée de jeu. Est-ce que tu sais à quelle vitesse il a pu aller Baumgartner pendant sa chute, sa vitesse maximale ? Quel genre de vitesse ça peut donner ? Ouais. Allez, à 100 km/h. C'est large, mais pas tant peut-être. C'est difficile, je dirais quoi ? Allez, sous-question, est-ce qu'il a dépassé le mur du son ou pas ? Non, moi je dirais 600 km/h. Eh ben non, 1357,64, figure-toi. Et donc ça a été le premier homme à franchir le mur du son sans l'aide d'un véhicule motorisé. C'est pas mal. C'est plus que pas mal, ouais. On lui souhaite donc bon anniversaire, Félix. Est-ce que toi, avec toutes tes casquettes, là, t'as aussi l'impression que ta vie, elle passe parfois à 1357,64 km/h ? Il y a des fois, j'ai du mal à maîtriser la vitesse, alors je sais pas combien elle est, mais des fois j'ai du mal et j'aimerais bien que ça aille un peu moins vite pour pouvoir arriver à faire tout correctement. T'arrives à t'accorder des temps de repos, des temps un peu plus oisifs, ou c'est difficile ? Oui, j'essaye. Après, c'est toujours le problème des boulots passion, hein. C'est le gros avantage et le problème, c'est-à-dire que on vit de passion 7 jours sur 7 et à la fois on travaille 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est d'arriver à avoir aussi des fois à décrocher complètement un petit moment. C'est ultra agréable, mais ça arrive pas tous les jours. Surtout quand on fait des podcasts le samedi après-midi à 14h30 en plus. Et du coup, ça témoigne pas de ta passion. J'ai laissé ma femme faire la sieste toute seule et ouais. C'est sympa en tout cas, merci Adrien, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, c'est une chance et un plaisir, tu le sais. Adrien, question d'ouverture classique du podcast, je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, mais j'apporte une petite nuance et contrainte qui est que tu ne peux pas me parler de sport à ce stade. Qu'est-ce qu'on doit et peut savoir de toi qui ne concerne pas directement le sport qu'on aura l'occasion de développer un peu plus tard ?
Alors déjà, mon nom et prénom, ça va, je touche pas au sport. Adrien Séguré. J'ai 40 ans, je vais faire 41 cette année. Un petit peu touche à tout, originaire de l'Aveyron et très accroché à mon sud-ouest, malgré qu'il y ait 6 ans que j'en suis parti et je suis depuis ce temps-là sur Annecy, enfin à côté d'Annecy, à Toranglière, un petit village à côté d'Annecy, et voilà où je vis là du coup avec ma femme Annelise et le plus petit de mes enfants, parce que j'ai le grand qui est resté dans le sud-ouest. Voilà. Parfait. J'ouvre les vannes. C'est parti, Adrien. Le sport, donc dans tes jeunes années, il était déjà très présent. Pardon, tu as grandi quand même dans un environnement où le sport faisait partie de la vie à la fois des générations au-dessus et puis aussi avec tes frères et sœurs. Vous êtes une famille assez nombreuse, on peut le dire. Oui, mais après j'ai 2 frères, 2 sœurs. Et on s'est jamais ennuyé. Et après, oui, j'avais dans différents sports en fait. Mon grand-père m'a mis au vélo. Lui était président du club en fait de cyclisme, enfin de vélo de Rodez. Donc du coup, j'ai été baigné sur la partie vélo assez tôt, ce qui m'a beaucoup plu et où j'ai pu grandir après justement au sein du club de vélo de Rodez et puis un peu plus tard après à Blagnac, du coup sur un pôle espoir. Et puis j'avais mon père aussi qui était dans le sport. L'équitation, c'est Voilà, ça. absolument pas du coup dans le vélo, qui était dans l'équitation, qui était spécialiste en concours complet, qui a fait ça à haut niveau, parce qu'il a eu la chance de pouvoir faire les Jeux Olympiques, différents championnats du monde, championnats d'Europe. Enfin, il est resté très longtemps en équipe de France. Tu allais le voir quand tu étais en âge de le faire? Oui, j'ai assisté pas mal, sur pas mal de compétitions avec lui. Ça a été des beaux voyages aussi. Je me rappelle d'un beau voyage où on était parti aux États-Unis sur une Coupe du Monde qui a été un très beau voyage. Je l'avais suivi sur les Jeux Olympiques de Barcelone également. Donc voilà, plein de très belles expériences. La chance. Il a pas essayé de te mettre sur ce type de selle, un peu différente de celle du vélo? Ouais, c'est 2 selles différentes, mais c'est vrai que non, du coup, j'y ai été très très tôt dessus, forcément un peu baigné dedans, hein, baigné dans les chevaux très très rapidement. Mais voilà, à partir d'un certain âge, à l'adolescence, l'équitation me plaît beaucoup et quand je peux, j'adore remonter à cheval. Mais c'est vrai que j'étais assez tonique en fait comme enfant et j'ai eu besoin d'avoir aussi un sport qui me permette de bouger un petit peu plus. Et c'est vrai que du coup, l'équitation est un super sport, mais où j'avais pas la dépense totale en fait que je recherchais aussi. Et donc c'est pour ça après que je me suis tourné sur la partie vélo, un peu de VTT au début, puis cyclisme sur route. Et je me suis vraiment tourné là-dessus où là j'avais ma dose de sport pour pouvoir être un peu plus calme après. T'étais le plus tonique de tes frères et sœurs, c'est ça? En termes de sport, c'était toi qui étais le trublion, Ouais. celui qui avait le plus gros besoin de dépenses d'énergie. Oui, je pense que là j'ai pris un peu j'étais un peu le Taz de la maison, tu vois, c'était il fallait que ça bouge, tout le temps. Alors j'ai mon grand frère qui lui est resté dans le milieu de l'équitation, qui était un international pareil en concours complet aussi. Mais par contre mes frères et sœurs qui étaient pas du tout dans le côté sport, qui sont tournés beaucoup plus maintenant, qui sont dans la com, dans le cinéma, d'autres choses, d'autres passions, D'autres sphères. sur le côté plus culturel que le côté sport, mais au moins il y en avait pour tout, donc c'est bien et ça permet aussi d'être ouvert justement à d'autres choses et c'est pas plus mal. Est-ce que cette jeunesse au contact du sport à plus haut niveau, ça a naturellement développé chez toi cet instinct de compétition, l'idée de performer, de se dépasser, une espèce de quête d'excellence? Est-ce qu'on peut dire que tu as grandi vraiment là-dedans et que ça a façonné aussi toi ta façon d'aborder ta propre pratique dès très jeune? Mais c'est sûr, je pense qu'en fait j'ai découvert le sport par le haut niveau en fait, pas par mon propre niveau à moi, mais par rapport au niveau du coup déjà de mon père, même mon grand-père dans le vélo avait énormément cet esprit de compétition, cet esprit de la gagne en fait, cette culture de la gagne en fait énormément. Et c'est vrai que à tous les deux, on m'a appris bien sûr le sport plaisir, mais on m'a pas appris le sport loisir. Et c'est vrai que de suite moi j'ai mordu à ça en fait et
et ça a toujours été ce côté sport compète. C'est pour ça que dans la famille, je pense que entre tous les frères et sœurs, soit ça a été sport, soit ça a été pas sport, parce que c'était si tu fais du sport, c'est compète, sinon c'est pas sport. Donc C'est autre chose. ça a été tourné très par le haut niveau. Donc voilà, j'ai toujours su ce que représentait le haut niveau, ses bons côtés comme ses mauvais côtés, c'est son exigence. Donc tu voyais tout l'envers du décor aussi, tu mesurais un peu tout le travail, etc. Toutes les choses qu'on voit peut-être pas forcément quand on a des yeux d'enfant ou d'ado et qu'on se projette peut-être dans une réussite sportive. Tu voyais déjà tout ce que ça requérait comme engagement? Ouais, bien sûr, parce qu'on le voit pas avec les mêmes yeux que maintenant, forcément, mais par contre, on se rend compte de beaucoup de choses et c'est vrai que les enfants ne disent pas tout, mais se rendent compte de beaucoup de choses aussi, et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'essaie de faire attention aussi, moi, avec mes propres enfants. Ouais, c'est des choses, je pense, qu'on fait pas spécialement, peut-être pour les parents, attention sur le coup, mais qui sont importants, et j'ai toujours vu, ce côté, ces côtés, bons côtés, en fait, du haut niveau, parce qu'il y a des choses qui sont tellement extraordinaires, en fait, des émotions vécues qui sont grandioses, et des émotions que je n'ai pas réussi des fois à pouvoir vivre ailleurs, en fait, et c'est ce qui m'anime moi tous les jours, c'est ce qui me fait vibrer. Mais je connais aussi ces travers, en fait, j'ai vécu au niveau même, au sein de ma famille, en fait, des fois les soucis que peuvent amener aussi le haut niveau, les tensions, donc forcément, je sais à quoi m'en tenir, et c'est aussi pour ça que souvent je répète aux jeunes que je peux avoir, même en club ou en entraînement ou sur des réseaux sociaux, tout ça, qui me parlent que de haut niveau. Je leur dis oui, mais c'est chouette, c'est génial de rêver de haut niveau, et là je vous suis totalement. Par contre, méfiez-vous, le haut niveau, c'est pas tout rose. Et il faut vraiment, je trouve, se méfier de ça, et c'est vrai que ça m'a permis, de connaître un petit peu ça avant moi, de pouvoir grandir vraiment dans le sport, mais j'ai déjà eu un pied là-dedans avant. Ouais. Je digresse un peu, mais là tu parlais des vibrations et des émotions que tu pouvais connaître exclusivement dans le sport et dans l'accomplissement du haut niveau. Est-ce que tu as le même ressenti quand c'est des athlètes dont tu t'occupes ou que tu encadres? Est-ce que tu peux avoir ce même niveau de satisfaction que si c'était ta performance et ta réalisation? Je l'ai beaucoup plus. J'ai jamais vécu en fait d'émotions quand c'était en fait mes performances. J'ai jamais réussi à vivre d'aussi grandes émotions que quand c'est pour les autres, en fait, et c'est pour ça que je pense que j'ai toujours j'ai souvent fait des sports individuels. Je vais pas dire toujours, parce que j'ai joué aussi un petit peu au rugby, tout ça, donc et puis j'ai jamais considéré le vélo complètement comme un sport individuel, où bien sûr le raid aventure n'est pas un sport individuel. Voilà, j'ai pratiqué beaucoup quand même de sports qui ont une grosse part individuelle, et c'est vrai que j'arrive pas en fait à vivre exactement ce que je peux vivre avec les autres. Et je parle avec les autres parce que pour moi, en fait, que je sois entraîneur, ou ce que j'ai pu vivre en raid, ce que j'ai pu vivre même en vélo ou quoi que ce soit, je l'ai vécu au sein d'une équipe, en fait. Et je trouve ça génial. Et même moi, quand je pratiquais, en fait, même en trail, je trouve que les courses que j'ai eues peut-être le plus accomplies, en fait, ça a été, je pense que peut-être la course qui a été la plus extraordinaire pour moi sur le milieu de trail, vraiment en sport individuel, ça a été peut-être le Trail des Hospitaliers en 2013. C'était 62, 15 et 4000 en gros. 3e participation, je crois. Ouais, c'est ça. T'es bien renseigné. Et c'est vrai que ça, c'était extraordinaire, mais moi, j'ai vécu une course où c'était vraiment, tu sais, le grand jour, en fait, où il peut rien t'arriver ce jour-là, où c'est génial, t'as des sensations extraordinaires. Ça, c'est plaisant. Mais en fait, ce qui a été le plus plaisant, c'est que on venait de se mettre ensemble avec Anne-Lise, avec ma femme. C'était sa première longue distance. Elle gagne aussi, mais elle fait 5 au scratch. D'avoir 2 de nos meilleurs copains comme assistants et tout ça. En fait, c'était un jour où c'était une équipe qui gagne, en fait. Et c'est pas moi, ma performance, elle a fait partie de cette très belle journée pour nous. Mais c'est avant tout une très belle journée pour nous 4, mais pas c'est pas ma très belle journée, en fait. Voilà, moi, c'est ce qui me fait vibrer, en fait, dans le sport, c'est que c'est tout le temps du partage, et tout seul, tu fais pas grand-chose. Donc, c'est ce qui m'a toujours plu, en fait. Ces copains qui sont devenus d'ailleurs, je crois, tes témoins de mariage, non? Enfin, de votre mariage, si je me trompe pas. Exactement. ouais, Lolo pour le site. Ouais. Qu'on salue. Adrien, tu nous as parlé donc de ton engagement dans le vélo. Tu avais des ambitions là aussi de réussir à plus haut niveau, et qu'est-ce qui à un moment t'a fait dire qu'il fallait que tu envisages peut-être autre chose, en tout cas sur une carrière de long terme et en senior?
Ouais, alors c'est vrai que le vélo, moi j'ai commencé réellement, je crois que c'était peut-être minime deuxième année, je crois que j'ai commencé. Après, ça s'est bien passé à partir de cadet, ça s'est très bien passé. Junior, c'était vraiment voilà de belles courses, que ça soit un petit peu dans avec le club, avec les sélections et les choses comme ça qui étaient super en fait sur la partie junior. Et après en espoir, je suis parti du coup au club de Blagnac, qui était un club, voilà, un club assez réputé à l'époque, mais je pense toujours, même si je suis de plus loin, mais je crois qu'il fait toujours partie c'est un club de première division nationale, je crois. Et ça a été, voilà, de très belles années. Maintenant, je pense que, j'avais pas, je pense, le moteur, tout simplement, pour pouvoir être professionnel en vélo et aller vraiment au-dessus. Beaucoup de jeunes rêvent de ce milieu professionnel et tout, mais très peu ont l'opportunité de pouvoir y aller, même si nous, forcément, dans ce club à Blagnac, voilà, quasiment tous les ans, il en sortait des professionnels, mais je pense pas être en fait faire partie de ceux-là qui avaient les moyens de pouvoir passer. Ça a été difficile à accepter pour toi, ce constat-là? Non, je pense qu'en fait, ça n'a pas été spécialement facile, mais pas ultra difficile dans le sens où je me suis toujours dit que je m'étais donné les moyens pour y arriver. Je pense que je m'en serais voulu à ne pas me donner les moyens, voilà, et de devoir et après de devoir râler après derrière ou m'en vouloir. En fait, j'aurais pu m'en vouloir juste parce que je m'étais pas donné les moyens. Je pense m'être donné les moyens à ce moment-là, mais voilà, je savais très bien, je me suis très bien rendu compte qu'il y avait encore un step à passer pour pouvoir passer au-dessus. Donc non, ça n'a pas été quelque chose de mal vécu. Après, voilà, c'est un milieu qui est particulier aussi, le vélo, qui a pas eu non plus que des très belles années. Et c'est des choses sur lesquelles, voilà, j'ai voulu à un moment donné complètement tourner la page. Quand j'ai vu que voilà, je pouvais pas aller spécialement beaucoup plus loin, j'ai voulu tourner la page. C'est un moment où il y a eu deux choses en même temps. Une part à la fac, en fait, j'étais en STAPS où j'ai voilà une prof qui nous a fait découvrir le raid multisport, donc que j'ai pratiqué un peu comme ça avec la fac. C'était rigolo. En même temps, j'avais aussi une passion qui m'a toujours tenu depuis très longtemps, c'est le côté rugby. Et quand j'ai eu envie de raccrocher le vélo, ben c'est un peu l'envie de changer aussi complètement. C'est bête, hein, mais l'envie aussi de vivre aussi un peu la jeunesse, parce que le vélo, c'est dur. Et c'est vrai que quand t'es jeune, quand t'es ado et que tu passes tous tes mercredis après-midi, tes soirs, juste après l'école, tous tes week-ends à être soit en compète, soit être tout le temps sur le vélo, enfin sur la selle en permanence, et de pas être tout le temps avec les copains, mais toi tu sors pas, tu peux pas faire les booms au début, ou aller en boîte après, ou ci ou là, parce que t'as toujours compète, parce que t'as ci, t'as là. C'est vrai que je t'avoue, quand j'ai raccroché le vélo, tu t'es bien donné, t'as été aussi dans la quête d'excellence. Voilà, j'ai joué au rugby sur les dance floors et dans les bars. Mais j'ai fait la vie du rugbyman complet, quoi. J'ai profité vraiment, et j'avais besoin de ça, je pense. Et je pense qu'au bout de 2 ans vraiment de rugby, de fête et tout, j'avais quand même ce côté l'appel de l'endurance qui revenait, un peu le goût de l'endurance qui me rappelait. Et du coup, ça se passait très bien. Voilà, j'avais découvert ce côté-là un petit peu à la fac, en fait. Et du coup, je m'y suis mis avec un copain qui était avec moi à Blagnac, qui venait de lâcher en fait la partie vélo aussi à Blagnac, avec qui j'étais en classe, Greg. Et du coup, on s'est testé un petit peu sur le raid. C'était rigolo, c'était sympa. On a bien adoré. Et puis juste après, je me suis fait recruter par l'équipe locale vraiment qu'il y avait dans le sud-ouest, qui était l'équipe Absolu Raid. C'était voilà un petit peu la grosse équipe, et donc qui sont venus me chercher. Et puis à partir de 2007, j'ai commencé vraiment les belles courses avec eux, c'est-à-dire les courses d'une semaine non-stop, et j'ai découvert vraiment ça. Donc je suis passé vraiment du raid multisport au raid aventure, vraiment ce côté aventure en fait qu'il y avait vraiment avec un grand A, où tu pars pendant une semaine avec du kayak, de la course à pied, du VTT, toute en orientation. C'était voilà une équipe de 4, ça c'était vraiment important. Et ça, c'est vrai que j'ai 2 super. C'est en autonomie alimentaire? Semi-autonomie, ça dépendait en fait un petit peu les compétitions. Il y avait des fois en fait où on devait prendre sur nous. Il y avait des fois, on avait le droit à un assistant qui pouvait nous rejoindre sur des points. Et à la fin, après le règlement, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais le règlement était qu'on avait le droit d'avoir un bidon en fait par équipe, et tu devais prévoir de quoi mettre dans le bidon. Alors le problème, c'est que quand tu te retrouves au 5e jour et que tu as laissé le truc dans le bidon, il faut regarder que ça soit du lyophilisé, soit des voilà, on avait je t'avouerais qu'on a mis des fois du cassoulet froid, des choses comme ça qui pouvaient pas tourner, tu vois, pour ah, régal.
Mais voilà, c'était des belles années. Qu'est-ce que ça t'a procuré, toi, tes premières expériences en raid aventure? Il y a eu le cadre académique que tu as un peu évoqué, en tout cas cette partie raid, mais cette notion d'aventure et tes premières expériences, ça t'a révélé des choses? Enfin, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu? Est-ce que c'est ce temps long? Est-ce ce dépassement dans plein de disciplines différentes? En fait, le côté de passer, de butiner d'une épreuve à l'autre, la dimension collective, c'est un peu toutes ces briques-là qui ont suscité ton intérêt et ton adhésion au raid? En fait, je pense que le côté multi-activité m'a plu déjà énormément. Parce que j'ai toujours été un touche-à-tout, en fait, et j'adore justement passer d'un sport à l'autre. La course à pied, le VTT, c'est des choses que j'ai adorées. Bon, le VTT, voilà, j'ai toujours été un petit peu dans le vélo, donc c'était quelque chose c'était un peu un point fort. Le trail, du coup, j'ai appris. Et après, je me suis inscrit, du coup, dans un club de kayak à côté pour pouvoir justement aussi me dire je dois absolument essayer en fait je redoutais vachement d'être à un moment donné dans une activité le boulet pour l'équipe en fait, et je voulais vraiment pouvoir me dire dans chaque activité, dans chaque moment du raid, je dois pouvoir donner quelque chose à l'équipe, et c'était vraiment important pour moi. Donc du coup je me suis inscrit en club de kayak, j'ai fait des marathons en kayak, sur le marathon de l'Ardèche, marathon de la Dordogne, des choses comme ça et tout, du coup faire la Dordogne intégrale, c'était voilà, plein de choses où j'ai voulu aller. Puis c'est pareil, au début j'ai été pris un peu comme le Sherpa un peu de l'équipe, c'est voilà, on te prend un peu par rapport à un physique et on te fait porter le sac ou tracter les autres. Au bout d'un moment j'en avais un peu marre, et du coup tout le week-end je m'inscrivais sur toutes les courses d'orientation qu'il y avait. Le soir je lisais des cartes au lit, dès que j'avais un jour de repos, un petit peu d'entraînement, j'allais me promener sur l'Écosse ou des choses comme ça, et j'allais avec ma carte en fait me faire des jeux, décider là pour pouvoir justement être un peu incollable entre guillemets en orientation. Donc ça m'a fait beaucoup évoluer, et ça m'a plu énormément parce qu'en fait c'était différent tous les jours. Donc il y avait jamais de routine d'entraînement. J'ai adoré ça. Et puis après voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait ce qui m'a plu beaucoup, c'est ce côté équipe en fait, et de pas peut-être déjà aussi moins de pression peut-être sur les épaules, parce que du coup t'es pas tout seul, tu te mets pas trop la pression. Et en fait j'avais absolument pas cette pression là, parce que pour moi j'allais un peu en mission. En fait j'allais en mission pour l'équipe, pour les autres. Et du coup je me mettais pas la pression par rapport à moi, mon propre résultat. Mon raid, ma compétition était bonne pour moi si j'avais réussi à donner tout ce que je pouvais pour l'équipe, et que l'équipe ait pu briller. Et ça c'était vachement important. Et donc voilà, ça a toujours été ma vision en fait du raid, et c'est pour ça que j'ai toujours fini dans des piteux états en raid, avec beaucoup de kilos en trop, où j'ai mis à chaque fois longtemps à récupérer parce que je suis allé pousser des fois très très loin. Mais c'était tellement cet intérêt de pouvoir donner pour les copains, donner pour l'équipe, qui était tellement important, que c'était vraiment autre chose. C'était vraiment un endroit où j'ai pu m'épanouir, une école de la vie. Et c'est, je pense, voilà, l'endroit où je me suis vraiment peut-être le plus régalé au niveau sportif, moi en tant que sportif. Adrien, je te propose qu'on ferme temporairement ce petit chapitre raid avant de l'ouvrir plus largement dans la suite de l'épisode. Je voudrais qu'on parle aussi brièvement de ton rôle de coach et de sélectionneur de l'équipe de France, si tu veux bien. Sur cette partie d'entraîneur, c'est une envie qui est en toi depuis toujours. On sent en tout cas cette envie de transmission, et la façon dont tu vis par procuration, en tout cas les réussites, et puis que tu accompagnes les non-réussites des personnes que tu encadres. C'est une vocation pour toi? Tu as vraiment le sentiment que tu as toujours eu ça en toi? Ouais, je pense, c'est toujours, j'ai toujours eu ce côté en fait, toujours eu ce côté qui m'a plu. Ouais, depuis le début en fait, depuis le début, ce qui m'a plu, c'est coacher les autres, c'est pouvoir justement manager. Tu vois, j'ai jamais joué aux jeux vidéo ni rien. Le seul que j'ai eu en fait, ça s'appelait Cycling Manager, parce que c'était vraiment à chaque fois de pouvoir justement manager une équipe et tout ça. C'était le seul truc, c'est le seul jeu que j'ai acheté, je crois, pour jouer sur un ordinateur quand j'étais jeune. C'est vraiment en fait voilà, ce qui m'a plu, d'arriver à transmettre, d'arriver à amener en fait quelque chose à un athlète pour qu'il puisse atteindre en fait lui son épanouissement, sa performance en fait. C'est toujours voulu avoir ce rôle-là en fait, et c'est vrai que là du coup de me retrouver, que ça soit au sein du club d'Annecy, avec les athlètes que j'ai du club d'Annecy, avec des niveaux très hétérogènes, comme je peux avoir avec le top des athlètes en équipe de France, ou certains que j'ai à côté, même qui sont peut-être pas en équipe de France, ou soit ma femme, Anne-Lise Rousset, ou Mathieu Blanchard, qui n'est pas encore en équipe de France, tous ceux qui sont au top niveau aussi, qui sont peut-être pas encore en équipe de France, mais qui sont au top niveau. Et en fait, c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de me donner à fond pour pouvoir avoir ce côté
d'être vraiment content d'avoir pu avoir amené quelque chose en fait à cet athlète, et cette fierté aussi en quelque sorte d'avoir pu réaliser quelque chose en fait avec l'athlète. Et je pense que ça c'est vraiment important. Donc avec tous ces athlètes-là je le vis, et ce que je vais avoir en plus qui va m'animer encore plus avec le club d'Annecy ou avec l'équipe de France, c'est cette notion d'équipe avec un grand E. Et c'est vrai que souvent mes discours un petit peu, enfin mes discours entre guillemets, mes petits speeches avant course avec eux. Là, je l'ai vécu au championnat de France avec eux. Ce qui m'importait beaucoup, c'est d'aller les voir en fait la veille au soir, de pouvoir justement leur rappeler un petit peu que, bien sûr, ils étaient chacun avait envie d'aller faire une belle course pour eux, pour ci, pour là, mais en fait, on avait ce jeu d'équipe, en fait, qui était super important. Et de pouvoir vivre ça, de pouvoir aller chercher des médailles avec l'équipe de France sur les plus grandes courses, les plus grandes courses au monde, ou là, comme au championnat de France, de pouvoir justement faire monter tous les athlètes du club, de mon club, sur le podium en étant champion de France des clubs, et tout ça, pour moi, c'est génial. En fait, et parce qu'en fait, ils ont tous voulu se donner les uns pour les autres, et je trouve ça incroyable en fait. Est-ce que ça peut s'avérer parfois un peu délicat de bien placer le curseur de la relation que tu peux avoir avec tes athlètes? On sent que tu vis les choses pleinement, qu'il y a une dimension aussi émotionnelle très forte au-delà du rationnel que tu leur apportes. Est-ce que tu arrives à quand même cloisonner et enfiler d'une certaine façon cette espèce de costume de coach qui est quand même un peu différent du Adrien Séguret qu'on croiserait au marché un dimanche matin? Est-ce que tu arrives à vraiment trouver les limites, ou est-ce que ça peut parfois te jouer des tours ou biaiser un peu des relations et au détriment peut-être d'une performance, ou de s'arrêter, en tout cas pas constructif autant que ça aurait dû? Je pense que j'essaye de séparer les choses au maximum. Mais ça a pu me jouer des tours. Auparavant, des fois, je peux peut-être mettre trop d'humain, trop de sentiments, trop vraiment dans mes relations, des fois avec certains athlètes, d'un bon ou d'un mauvais côté ou speech. Et c'est vrai que du coup, ça peut m'arriver, je pense. Et ça m'est arrivé. J'essaye de me dire, tu es coach, tu dois faire entre guillemets ton taf. Mais j'ai toujours ce besoin aussi d'avoir ce côté humain. Et c'est pour ça aussi que je pense, quand je prends quelqu'un en entraînement, alors, je prends très peu de gens en entraînement, parce que j'ai déjà un bon pool d'athlètes, mais justement, déjà dans un premier temps, avant de regarder les résultats de l'athlète, je vais regarder le feeling en fait. Et ce qui m'importe, c'est le feeling que je peux avoir avec l'athlète. Et là, tu vois, j'en suis très content, mais j'ai la grande majorité de mes athlètes, je les ai depuis très longtemps. Parce que justement, il y a une certaine relation de confiance qui est entre nous. Et ce côté feeling, en fait, est super important. Et si, moi, je pars du principe que j'ai besoin de ce côté feeling, de ce côté humain, pour pouvoir, moi aussi, me donner à fond. Et je pense qu'à un moment donné, là, on va parler de boulot, hein, c'est mon boulot aussi, c'est ce qui me fait manger, hein, donc c'est un boulot. Mais justement, dans un travail, et on est tous pareils, il y a des jours où on peut être plus motivé que d'autres. Il y a des fois des sujets qui nous motivent plus que d'autres. Et moi, là-dessus, et je le dis à mes athlètes, c'est dire en fait, jouez le jeu aussi, soyez sérieux, et du coup, moi, je serai encore plus motivé. Et si je suis encore plus motivé, on va avoir encore plus de relations. Encore plus de relations va mener encore plus de liens entre l'entraîneur et l'entraîné. Et je pense c'est ce qui pousse à l'athlète de vouloir être bon, ne pas vouloir décevoir, vouloir bien faire les choses, parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un de motivé derrière. Et moi, en fait, c'est ce qui vient me motiver tous les jours. Et si c'est pour faire le matin de l'analyse de séance ultra rébarbatif, très chronophage, tous les matins, faire la même chose, pour des gens que je sais pas, ou envoyer des tableaux Excel comme ça m'intéresse absolument pas, en fait. Ça, c'est pas du tout le métier que je veux. Et c'est vrai que ce qui va m'animer beaucoup plus, c'est me dire, en fait, non, là, je suis en train de faire le plan de telle personne. Parce que telle personne, elle réagit comme ça. Parce que ça va lui faire plaisir. Parce que ça va rentrer dans son équilibre. Et en fait, c'est ce qui me plaît. Et parce que cette personne est sérieuse, ça me pousse à me dire, là, je dois moi aussi être pointu. Parce que je sais qu'en fait, cette personne va faire les choses bien. Donc, du coup, c'est ce qui me pousse. Donc, je pense que, j'essaye d'avoir ce côté, oui, c'est mon job, et je garde un petit peu de recul là-dessus. Et à la fois, en fait, ce côté humain, ce côté sentiment me permet d'avancer, me permet de me motiver et d'essayer de faire mon métier au mieux. Et puis d'être conforme à toi, tes valeurs, et être aligné finalement sur ce que t'es, ce que t'as envie de donner.
tout simplement, même si c'est parfois un peu décorrélé de la raison, c'est aussi ta façon d'être et ça apporte sûrement plein de positifs aussi et c'est pas pour rien que tu es avec tes athlètes depuis aussi longtemps. J'imagine que ça y contribue très largement. La façon dont démarre votre collaboration avec les athlètes, la première chose, c'est essayer de comprendre leur espèce de méga objectif, vraiment l'espèce d'étoile qu'ils visent pour après essayer de trouver le chemin, ou soit réajuster en tout cas la tête qu'a cette étoile, soit paver le chemin et puis définir un plan. C'est par ça que tu rentres, je pense aux athlètes élites spontanément, mais il y a peut-être des nuances par rapport à des coureurs plus récréatifs. Mais par quoi commence en fait la compréhension de l'athlète et puis de ce que toi, comment tu peux l'emmener? En général, c'est quand même les athlètes que je suis un petit peu avant, que je vois voilà comment ils se comportent, comment ils sont, et puis après où je vais essayer de discuter avec eux. Je pense que le premier entretien qu'on fait, j'essaye en tout cas moi de pas raconter ma vie parce que en fait moi en gros on s'en fout, c'est vraiment ça arriver moi aussi à connaître en fait l'athlète, savoir où il veut aller, quels sont pourquoi déjà il prend un coach, quels sont ses objectifs. Et quels sont ses objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? De quoi il rêve? Justement, quand tu parles d'étoiles, où sont ces étoiles? Qu'est-ce qu'il y a sur ces étoiles-là? Du coup, à quoi il rêve en fait? Et est-ce que ces rêves-là sont accessibles ou non? Forcément, moi, je sais pas si j'ai un petit jeune, moi, du club, qui arrive, qui voilà, débute un peu, qui me dit moi j'aimerais t'avoir comme entraîneur parce que je veux gagner l'UTMB l'an prochain. Bon, je vais peut-être discuter avec lui assez rapidement pour lui expliquer que ça se fera pas en fait. Faut pas non plus trop rêver. Mais je pense que voilà, mon rôle, ça va être aussi de pouvoir justement peut-être expliquer enfin ce qui est faisable et ce qui est pas faisable, être lucide aussi sur les possibilités, sur le niveau. Je pense que c'est important. Je pense qu'il faut avoir des rêves, mais il faut savoir aussi être un peu réaliste parce que sinon on va d'échec en échec. Donc je pense qu'il faut se placer toujours voilà des étapes, des steps et de pouvoir justement essayer de franchir objectif par objectif et essayer justement d'avoir des réussites et pas d'essayer de se mettre un objectif trop loin, trop gros qui va énormément puiser d'énergie pour pouvoir y arriver ou alors du coup de fixer des échecs trop rapidement. Et je pense que ça c'est important et je pense que dans la relation avec l'athlète, il faut que ça arrive très très tôt pour pouvoir justement le comprendre et savoir peut-être quel langage et quelle méthode appliquer avec cet athlète. Adrien, tu es aussi donc sélectionneur de l'équipe de France depuis le mois de septembre 2021. L'héritage de Philippe Propage, une personnalité très appréciée aussi avant toi, qui a encadré l'équipe pendant un bon moment. Et puis un rôle qui était nouveau en lui-même. Est-ce que ça peut être intimidant pour toi, comme pour beaucoup, dans une prise de poste nouvelle, même s'il y a un certain nombre de briques et de composantes que tu connaissais? Est-ce que c'est un rôle qui a pu être un peu intimidant au moment d'accepter d'endosser ce rôle-là? Je t'avoue que oui, quand on t'appelle et qu'on te propose ce poste-là, c'est toujours un peu intimidant. Euh, et je t'avoue que oui, tu demandes un coup à répéter et tu t'assois avant de réécouter parce que du coup, c'est forcément, je pense que... T'as dit oui tout de suite ou t'as donné un petit temps de réponse? T'as eu besoin d'un petit temps de réflexion? Non, c'est un appel encore, si je dis pas de bêtises, c'est exactement. Ça? J'étais, pour tout te dire, oui, ça devait être aux alentours de 9h du matin, 9h, 9h30 peut-être. Et oui, je buvais un café sur la terrasse du Café du Commerce à Corté avec Guillaume Peretti et ma femme Annelise. Et du coup, non, j'ai vu l'appel d'Olivier Guy, manager des équipes de France. Et ça m'a un peu surpris. J'avoue que j'ai demandé un jour de réflexion à Olivier parce que bon, forcément, Olivier Guy. C'est même si au fond de moi je savais très bien ce que je voulais répondre mais je me suis forcé à demander un jour parce que voilà, je pense qu'il y avait besoin de réflexion aussi, il y avait des choses dans lesquelles j'étais engagé aussi à côté qui pouvaient peut-être avoir un conflit d'intérêts aussi avec ce poste-là. Donc je voulais aussi déjà essayer de faire les choses bien, de savoir comment transmettre la suite parce que pour moi oui, c'était quelque chose de rêvé. Comme on en a parlé au début, c'est vrai que du coup, j'ai été baigné un petit peu dans le haut niveau, j'ai été baigné dans ce côté, dans ces valeurs de l'équipe de France, dans les valeurs de ce maillot, de ces couleurs en fait, et qui pour moi ont toujours été super importantes. Et c'est vrai que forcément, quand on t'appelle pour ça, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'il fallait juste prendre juste un petit moment pour pouvoir faire correctement les choses et pas tout plaquer comme un voleur et puis dire oui et on se fout de ce qu'on a fait et on le laisse derrière. Non, je pense qu'il fallait essayer de
de planifier un petit peu tout ça, mais ça s'est fait très vite parce que c'était début septembre et Olivier m'a dit, je sais plus, c'était 10 ou 15 jours après, il m'a dit, du coup, c'est bien, c'est top. Par contre, premier stage, il est dans 10 ou 15 jours. Je dis, mais ok. Donc, ça fait, je t'avouerai que ça m'a occupé un petit peu l'esprit pendant 2 semaines pour faire le programme du stage, pour tout ça. Et puis, il fallait aussi, du coup, donc, il y avait passer à ce poste-là, accepter ce maillot. Alors, quand je dis accepter, c'est pas méchant, c'est se dire accepter le poids de ce maillot aussi, parce qu'en fait, c'est une responsabilité. C'est un honneur qui est extraordinaire, mais c'est accepter le poids de ce maillot aussi, et puis le poids de l'héritage, parce que Philippe a passé 12 ans à la tête de l'équipe de France et a fait quand même des choses incroyables avec l'équipe de France, et il a peut tout créer avec, donc du coup passer derrière, et puis je savais très bien qu'on n'aurait pas la même méthode peut-être de travailler avec Philippe, que ça soit dans l'entraînement, dans le management, dans plein de choses. On a peut-être des visions différentes sur certaines choses, et je pense c'est arriver à se dire, tu passes derrière ce grand homme, mais tu dois aussi, entre guillemets, imposer ta manière de faire, en fait. Et du coup, c'est là où j'ai essayé de me convaincre de croire en moi aussi, et me dire, à un moment donné, si on t'a appelé, c'est peut-être que t'as peut-être ta place là, et que t'as peut-être des choses à dire, à faire. Donc, c'était ça y est, il avait vraiment, il avait transmis. Et il t'a mis dans la meilleure disposition. C'était un peu après les championnats du monde l'année dernière, donc on a laissé passer l'été, tout ça, puis après, dès cet automne, il a fallu réfléchir à se dire, les championnats d'Europe, pour nous, en trail, c'est le 1er juin, à Annecy. Donc, de suite, ça a été fixer les stages. Donc, à quel moment on fixe les stages. Donc là, moi, je suis toujours en collaboration avec Olivier Guy, qui lui, en plus, s'occupe un petit peu de tout ce qui est logistique et tout. Donc, lui me demande exactement comment je veux faire tout ça au niveau sportif, tout, comment, où. Olivier Guy qui est côté FED, pour donner le contexte. Voilà, pardon. Et donc du coup, Olivier est là aussi en soutien là-dessus. On a décidé un petit peu, à quel moment on mettait les stages pour que ça soit le mieux placé par rapport au championnat d'Europe, pour pouvoir venir faire un stage, 1, de cohésion, et 2, vraiment de travail sur le terrain des championnats d'Europe. Donc là, c'était vraiment important. Donc on va venir fixer ça, on va s'occuper du coup de trouver l'hôtel, le cuisinier, pour que tout soit en fait au top là-dessus. Et là, tu vois, on va y être du 3 au 7 mai. Donc on a trouvé un endroit sur le parcours pour un hébergement. On a pris un cuisinier spécialisé justement dans la cuisine sportive, pour pouvoir justement prendre soin un petit peu là-dessus. Donc après, on détermine le nombre de staff au niveau kiné, médecin, podo, en fait, pour suivre les athlètes. Donc là, une fois qu'on a tout fixé là-dessus, après, moi, je vais fixer tout le programme, en fait, du stage, que j'enverrai plus tard, quand on aura les sélectionnés en équipe de France, que j'enverrai à chaque athlète et chaque entraîneur d'athlète. Et puis après, du coup, il faut écrire les modalités de sélection. Donc Olivier et moi, on écrit ça, modalités de sélection qui sont validées par le service juridique de la FFA, et donc au moins tout le monde sait à quoi s'en tenir pour pouvoir jouer justement les sélections en équipe de France. Elles sont publiques sur le site de la Fédération française d'athlétisme. Et ensuite, donc là, cette année, on avait le championnat de France qui servait de support de qualification. Le championnat de France à Bulle-et-Baronnie, le format long, parce qu'on avait un format qui correspondait au format que l'on va avoir au championnat d'Europe, donc avec un profil relativement identique, donc ce qui nous permettait d'avoir le profil d'athlète qui convienne pour les plus performants pour ce championnat. Donc donc tous ceux qui veulent espérer pouvoir porter une fois le maillot de l'équipe de France, ils savent très bien qu'il faut qu'ils puissent venir en fait sur cette course et défendre leur peau maintenant sur cette course-là. Donc on a assisté. À moins qu'il soit champion du monde. Voilà. Ce qui est la chance qu'on a. Voilà, à moins d'être champion du monde. Mais du coup, le champion du monde, a bien expliqué qu'il est devenu champion de France. Il est champion de France aussi. Et puis, par contre, Benjamin Robiol pour les citer. Voilà. Et par contre, on avait chez les filles, c'était un petit peu différent parce que on a Clémentine Geoffrey qui a voulu se préserver sur le championnat de France, qui avait un tout petit pépin physique en fait avant, donc on n'a pas pris de risque en fait avec Clémentine. Elle était déjà qualifiée parce qu'elle était championne du monde. Et par contre, il y avait aussi Marion Delespierre qui était championne du monde de trail long.
et qui, elle n'a pas participé, qui ne participera pas au championnat d'Europe, par contre, parce que, justement, elle a le plus beau des cadeaux qui l'attend, parce que, voilà, elle est enceinte, donc elle viendra suivre les copains sûrement au championnat d'Europe, mais par contre, elle courra pas. Derrière la barrière. Donc du coup, voilà, un petit peu, on a sélectionné sur les championnats de France. Le soir du championnat de France, avant de repartir avec Olivier, on a écrit justement soumis la sélection, les 4 sélectionnés femmes plus une remplaçante et 4 sélectionnés hommes plus une remplaçante, qu'on a soumis en fait au bureau de la DTN, qui a été validé dès le lendemain là-dessus, et ensuite donc du coup publié sur le site de la Fédé. À partir de là, les athlètes ont le droit de l'annoncer sur leurs réseaux sociaux, même si juste les athlètes le savent avant. Et ensuite donc du coup eux partent vraiment en préparation pour les championnats. Donc après, moi, je les ai eu tous au téléphone pour savoir aussi est-ce qu'ils comptaient mettre des courses avant, comment on se met d'accord sur les plannings de courses, juste pour pouvoir que l'on valide ça ensemble, voir s'il y a une réelle logique ou pas, en fait, pour pouvoir préparer le championnat d'Europe. Tout ça en concertation avec leur coach individuel. Exactement. Et ensuite, voilà, stage. Et puis après, on essaie d'organiser également la venue au championnat d'Europe. Donc, à quel moment on arrive ? Est-ce qu'on arrive au dernier moment ? Est-ce que vu que c'est à la maison, on arrive tôt ? Est-ce que nous, on a pris la décision d'arriver au tout dernier moment réglementaire, parce que je pense que ça, on s'est mis d'accord. Moi, je suis parti du principe, on est à la maison. À Innsbruck, l'an dernier, au championnat du monde, l'équipe a quasiment tout raflé, a été élue meilleure nation au monde, les mettre ensemble, à ce qu'ils parlent de course tout le temps ensemble, et puis de croiser dans les hôtels les autres nations. Voilà, et de suite, en fait, ils vont forcément se mettre un peu de pression. Et je veux pas que ça soit, en fait, une mauvaise pression, en fait, là-dessus. Et donc, on a préféré les laisser dans leur environnement personnel jusqu'au dernier moment, pour qu'ils puissent justement penser à autre chose. S'il y en a qui ont envie de travailler, ils peuvent travailler. Si, ils font autre chose. Les faire venir au tout dernier moment. Donc, ça a été, la stratégie mise en place. Le 1er juin, on pourra évaluer si c'était la bonne ou mauvaise stratégie. mais voilà un petit peu. Donc après, sur le moment, donc le moment T vraiment des championnats. Donc moi, mon rôle va être d'être au plus près d'eux. Là, je n'impose rien au niveau de l'entraînement, contrairement au stage où là on a un programme fixe pour tout le monde. Là, on a quelque chose de différent, c'est-à-dire que je veux surtout pas, et je leur dis à chaque fois, je veux surtout pas en fait changer leurs habitudes au dernier moment. On n'est pas là en fait. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'on est déjà sur des gens qui ont certaines habitudes, certaines séances de mise en confiance. Ça, c'est super important. Et donc, il faut partir avec un maximum de confiance sur un événement comme ça. Donc, ils savent ce qui va les rassurer, ce qui va les mettre en confiance. Donc, du coup, surtout, je ne veux pas toucher à ça. Je les laisse vraiment faire là-dessus. Après, c'est d'être le plus près possible d'eux, leur donner des conseils par rapport à la gestion des ravitaillements, de l'assistance, de comment va se passer la course. On se fait un petit briefing d'équipe. Et ensuite, je fais aussi un briefing individuel avec chaque athlète pour stratégie de course vraiment individuelle. Si on reparle un petit peu des stratégies qu'on peut avoir, ravitaillement peut-être, et peut-être arriver à trouver les mots avec chaque athlète. Donc ça va être vraiment mon rôle. Ça paraît pas grand-chose, c'est passionnant et à la fois usant. C'est pas évident, et c'est vrai que j'arrive souvent un petit peu sur la ligne de départ où j'ai l'impression d'avoir fait ma course, quoi. Je suis vraiment cul, mais c'est passionnant. Et après, pendant la course, moi je suis pas sur les ravitaillements. Sur les ravitaillements, on a nos kinés qui sont les ravitailleurs le jour J, qui eux bossent beaucoup, parce que du coup forcément ils sont auprès des athlètes tout le temps, et en plus le jour de la course c'est eux qui sont en charge des ravitaillements. Et moi, quand je suis à l'extérieur, j'essaye d'aller sur les endroits où justement je peux donner des informations pour le ravitaillement d'après, où le kiné peut donner des infos à l'athlète. Donc des fois certaines consignes, certaines informations. Donc je vais essayer d'aller sur des points où justement des fois soit ils m'attendent pas, soit où je pense être utile. Donc voilà, je vais essayer de me positionner là-dessus. Tu dois arbitrer, j'imagine, selon le déroulement de la course, peut-être sur certains athlètes, ou selon la config, d'aller privilégier certaines positions ou certains enjeux plus stratégiques pour peut-être l'équipe ou autre. Donc ça, tu dois aussi, toi, réorganiser ça en flux tendu en fonction du déroulé de la course. Après, je dois m'adapter vraiment sur là-dessus pendant la course. J'ai souvent aussi Antonio Gallego, qui est le coach de l'équipe de course en montagne, qui là, c'est
je vais pas dire c'est mon data référent qui est tout le temps sur les classements d'équipes en temps réel et qui lui par contre est à chaque fois à calculer en fonction de chaque point de passage, savoir où on se positionne sur les équipes, tout ça, et de pouvoir des fois donner des consignes à certains athlètes pour pouvoir jouer les médailles par équipe aussi. Donc c'est vrai que du coup c'est vraiment un travail d'équipe en fait ce jour-là, et c'est ce qui est chouette. Et puis après mais forcément j'essaye de me positionner quand je le peux à l'arrivée, parce que c'est un moment aussi de partage dans les bons comme les mauvais moments, hein. Bien sûr, quand on a plusieurs athlètes, c'est difficile d'avoir que des satisfactions le jour J, c'est difficile d'avoir que des champions du monde le jour J. Donc c'est vrai que des fois j'essaye d'être là, il y a beaucoup de pleurs des fois, des bons, des moins bons, mais ce qui est cool, c'est qu'avec l'équipe de France, il y a beaucoup de bons quand même. Donc, c'est souvent des pleurs de joie. Mais c'est vrai que d'être dans ces moments de partage, je trouve que c'est assez important. Et puis après, forcément, alors je sais pas si c'est le rôle du coach ou pas, mais j'essaye de pas les laisser tomber dans la soirée post-course. Le retour de la troisième mi-temps. C'est ça. J'ai quelques passifs qui mais je pense que c'est un moment important aussi. Donc voilà un petit peu comment se déroule un petit peu mon rôle au sein de l'équipe. Et ensuite, en fil rouge, j'imagine, tout au long de l'année, quand même un suivi assez proche et puis des petits coups de fil de temps en temps pour montrer que tu es là, j'imagine, et puis prendre un peu le pouls aussi pour chacun. Ouais, bien sûr, c'est prendre des infos de chacun qu'on a en équipe, qu'on a eu sur la course précédente, l'objectif précédent, mais c'est aussi avoir un œil, bien sûr, sur tous les autres concurrents qui peuvent être susceptibles de monter en équipe de France aussi, jeunes ou moins jeunes, mais du coup voir tous ceux qui pourraient apporter quelque chose à l'équipe sur les futures échéances. Donc ça, j'essaye de voir dans les différents coureurs. Et puis j'aime bien justement quand on provoque toujours des stages après, souvent en général c'est sur le mois de septembre, des stages que j'ouvre un peu plus, où je prends pas que les sélectionnés, et où j'ouvre un peu plus avec justement pour moi les talents qui montent un peu les futures pépites de l'équipe de France. Et ça a été le cas avec un Benjamin Roubiol, mais du coup il a fait sa première sélection derrière, il fait champion du monde. Ça a été le cas avec une Louise Serban-Pénois, ça a été le cas avec une Marie Goncalves, ça a été Candy Certain, ça a été, on a beaucoup d'athlètes comme ça, où justement je vais essayer de surveiller un maximum, en étant bavard ou pas du tout, pendant la saison, et de pouvoir les convoquer sur ce stage-là pour pouvoir justement mieux les connaître au sein d'une équipe. Ça c'est très important, qui eux puissent aussi prendre un petit peu le pouls un petit peu de l'équipe de France, d'un staff. Qu'est-ce que c'est le staff de l'équipe de France? Qu'est-ce que ça peut eux leur apporter d'être au contact des cadres entre guillemets de l'équipe de France? Donc ils apprennent aussi beaucoup de choses, ils s'inspirent de beaucoup de choses pendant la semaine. Et je pense aussi peut-être, comme je disais, je parlais du poids du maillot. C'est un maillot que beaucoup de gens rêvent. Ça peut être aussi parfois un poids, un peu une pression pour certains. Et je trouve que d'avoir justement un premier pas, en fait, de faire un premier pas en équipe de France peut diminuer la pression, peut-être d'une première sélection par la suite. Et alors je dis pas qu'ils vont rentrer dans une routine, bien sûr, mais ils vont déjà arriver avec moins de stress, mais avec des gens qui connaissent, avec des gens qui sont contents de retrouver. Et donc je pense que ça va enlever un petit peu cette pression, et donc d'avoir peut-être des athlètes au moment de la véritable sélection un peu plus en confiance et donc un peu plus performants. J'ai une dernière question pour toi, Adrien. Merci d'avoir expliqué avec autant de précision, c'est passionnant. Et j'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe au questionnaire de Proust. C'est de la fiction, hein, on ne se parle pas de ça pour demain, mais qu'est-ce que, à l'heure du bilan, tu aimerais qu'on te dise sur ce que tu as réalisé dans ce rôle de sélectionneur en quelques phrases? Qu'est-ce qui serait pour toi le signe que tu as réussi, que tu as accompli la mission que toi tu t'étais donnée aussi pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais entendre? C'est difficile, mais je suis conscient que c'est pas très simple comme question. Ouais, non, peut-être que j'ai réussi à faire avancer les choses, à apporter ma pierre à l'édifice, et que j'ai pas été un trou néant derrière après le passage de Philippe, mais que moi aussi j'ai pu faire évoluer les choses, et que du coup celui qui le reprendra après pourra se servir aussi de certaines choses, ton héritage à toi. Qui aura un héritage après Philippe, après moi, et je pense que c'est ce que j'apprécierais. Et dans ce cas-là, je pourrais me dire le jour où je partirai, j'ai peut-être laissé quelque chose derrière, et au moins que ça ait servi à l'équipe de France. Et le but du jeu, c'est ça, et c'est mon rôle actuellement, c'est servir l'équipe de France. Donc
J'aimerais ça. On veut pas ça tout de suite, hein, Adrien. Reste, bouge pas. Ça marche trop bien. Avec ces 11 médailles, en tout cas, ça a été incroyable. On a hâte de voir comment toute l'équipe va se comporter à Annecy. On a plein d'espoir. Place à notre questionnaire de Proust, Adrien. 3 questions un petit peu pas de côté pour continuer à en savoir un peu plus sur toi. Première d'entre elles, si tu devais choisir un super pouvoir, lequel serait-il et puis comment tu l'utiliserais? Être immortel, c'est un super pouvoir, ouais. Ouais, ça peut. Être Ouais. immortel, ouais, du coup... Alors, est-ce que tu vieillirais ou est-ce que tu resterais par exemple à 40 ans tout le temps? Ou quel âge tu choisirais? C'est une question à laquelle j'avais jamais pensé. Quel âge, si tu devais figer un âge indéfiniment, quel âge choisir? Je me sens dans un bon âge parce que je pense avoir conservé un peu de fougue maintenant et je pense avoir peut-être acquis peut-être une certaine sagesse que j'avais pas avant. Donc, je pense que c'est un bon âge, ça me plaît bien, même si ma femme me dit que je commence à mettre 3 poils blancs à la barbe, mais sinon, je trouve que toi, c'est l'antichrist de la quarantaine en fait. Toi, c'est justement la bonne période où tout est stable et où tu as trouvé le bon équilibre entre c'est ça. sagesse et encore un grain de folie. Ouais, non, c'est pour ça. Je pense bien. que c'est, voilà. Et puis je pense qu'en fait, je trouve que, voilà, ce côté immortel, c'est plus de me dire, en fait, il se passe tellement de choses extraordinaires tous les jours que j'aimerais, en fait, que ça s'arrête jamais, en fait, pouvoir les vivre, en fait, tous les jours, en fait, et que ça s'arrête jamais, voire découvrir des choses tout le temps donc, ouais, ça serait un beau super pouvoir, ça. J'ai pensé justement en écrivant cette question pour toi, je me disais si on me posait la question, qu'est-ce que je répondrais? Et moi, j'avais une version qui, je pense, un peu comme une autre lecture de ce que tu dis, qui serait de ralentir le temps, tu sais, pour profiter aussi encore plus de ce que tu vis quand ça va trop vite et que tu savoures. Enfin, je me considère extrêmement privilégié aussi par l'intermédiaire de courses épiques et tout ce que je peux vivre, de juste ralentir aussi le moment pour profiter, tu vois, des semaines UTMB qui passent comme ça en un claquement de doigts, où tu croises plein de gens que tu aimes, tu vibres sur des courses, tu cours, tout ça. Enfin, tu vas essayer de profiter encore plus. C'est vrai que je t'avoue que voilà, ça passe, tu vois, quand l'UTMB, ou quand il y a comme les champions, enfin quand on vit dans des championnats où tu es dans une bulle totale et qu'en fait tout va très très vite, c'est vraiment un moment où justement où bon maintenant par exemple à la maison ils le savent un petit peu, mais ça a été difficile au début de l'apprécier, c'est-à-dire que pendant 3 jours, j'ai besoin aussi en fait de ça, d'une déconnexion et de profiter en fait, parce qu'en fait ces moments-là sont tellement forts en émotion, sont tellement denses que sur le coup tu as du mal en fait à tout vivre et à prendre conscience de tout ça. Et c'est vrai que un palier de décompression en quelque ouais, sorte. voilà, Comme en mais j'ai besoin plongée. d'un sas en fait. Et c'est vrai que je suis assez associable en fait quand je rentre, et ce qui est difficile pour la famille parce qu'ils t'ont pas vu pendant une semaine, pendant 15 jours, et du coup ils sont contents de te retrouver. Toi, d'un côté, t'es content de les retrouver, et à la fois en fait t'as besoin d'avoir un sas, d'être seul. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que ça me procure, et de profiter en fait, d'arriver à me déconnecter et juste d'arriver à profiter des moments que j'ai vécus. Et ça, c'est quelque chose qui sont voilà un petit peu durs à vivre pour mes proches, et pour moi j'en ai vraiment vraiment besoin. Et t'es pas dans la nostalgie, c'est plutôt une lecture positive, c'est ça? C'est plutôt digérer et se remémorer des beaux souvenirs. C'est pas tellement de l'amertume à se dire que c'est fini, c'est plus de Non, conscientiser ce que tu viens de c'est vivre. pas de l'amertume, c'est d'arriver en fait à profiter et à sortir de cette bulle avec mes athlètes, cette bulle qui a été tellement forte en fait. Ouais, j'ai besoin d'avoir un sas avant de repartir entre guillemets dans un autre monde, et du coup d'arriver à intégrer, d'arriver à profiter de tout ça. C'est ce qui est difficile. Donc c'est vrai que ce côté de ralentir le temps peut-être m'éviterait ce sas de décompression. Allez, t'as le droit à un deuxième pouvoir, Adrien. Deuxième question pour toi, ta plus grande peur? Écoute, ce qui me ferait peur, en fait, c'est de voir, je pense, mes enfants qui ne soient pas heureux. Je pense que, voilà, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur vie, dans leur vision des choses. Ce que je veux juste, en fait, c'est qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que j'aurais peur de voir, de voir des enfants malheureux, en fait. Très belle réponse. Émouvante. Troisième question pour toi, Adrien. Une activité qui t'apaise. Là, il y a beaucoup d'énergie dans tes semaines. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on peut te croiser en train de faire un mot fléché, regarder une série, peindre ou autre, écouter de la musique? Écouter de la musique. Écouter de la musique, Ouais. et c'est vrai qu'il y a des moments où j'en ai pas beaucoup, mais les moments où je souhaite vraiment m'isoler un petit peu ou me poser un peu, en général, je me mets soit du piano ou des petites reprises acoustiques en fait, et j'adore ces moments-là.
Merci beaucoup Adrien. On va parler, ça y est, de ta course épique, la Bimbash Extrême. Je vais en planter brièvement le décor. Donc c'est une course de raid aventure qui a fait son retour au calendrier des Adventure Racing World Series. Donc c'est le format de Coupe du Monde, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises Adrien. C'était en 2013, l'édition dont on va parler. Et donc voilà, cette course avait déjà servi de cadre au championnat du monde en 2010. C'était cette année-là la seule course à se dérouler en Europe. Et puis elle a offert son lot de suspense et d'adrénaline avec des conditions météo qui ont été assez compliqué, on peut le dire. Cette 9e édition, elle s'est déroulée en septembre 2013 en Catalogne, avec un départ et une arrivée dans la station balnéaire de Piacha, je sais pas Playa d'Aro. Playa d'Aro, voilà. Désolé pour ma prononciation, j'ai fait allemand-anglais un peu au lycée, j'aurais peut-être dû considérer un peu plus l'espagnol. La course comptait près de 700 participants et a tiré sur la ligne de départ des équipes internationales venues d'Afrique du Sud, de Finlande, du Danemark, de Suède, du Royaume-Uni, d'Irlande et bien sûr de la France. Et au menu, donc, il y avait, comme le veut les compétitions de l'aventure, du kayak, du VTT, du trail. Vous avez le Via Ferrata aussi, je crois. Enfin voilà, pas mal de petites... Enfin de quoi s'occuper en tout cas pendant plusieurs jours. Avant que tu nous en racontes plus en détail cette course épique, Adrien, tu connais probablement le podcast. J'ai pour toi maintenant une question qui pique. Elle est tirée par les cheveux, c'est le principe, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc qui dit raid aventure dit raid, et qui dit raid dit Red Hot Chili Peppers. Je sais pas si tu as écouté ou si tu es un fidèle de ce groupe, mais j'ai 3 questions vrai-faux pour toi au sujet de ce groupe. Tu connais un peu ou pas? Tu aimes un peu? Oui, tu me passes la musique, oui, mais alors par contre, les connaître eux... D'accord. Bon, je pense que tu vas y arriver au talent, j'en doute pas. Ils ont un bassiste qui est assez emblématique, qui s'appelle Flea. Il aurait déjà couru des marathons. Est-ce que ça paraît vrai ou faux? C'est un petit poids sauteur. Je sais pas si tu as déjà vu des clips des Red Hot Chili Peppers. C'est un bassiste qui est tout le temps, qui lance sa tête vers l'avant comme ça, qui est torse nu à peu près 90% du temps et qui saute dans tous les sens. Et donc qui a 55 ans, on fait à peu près 20 d'apparence. Est-ce que d'après toi, ça peut être un coureur de marathon? Ils ont fait beaucoup d'excès, évidemment, là on parle du côté sportif, mais c'est un groupe qui est connu pour aussi avoir beaucoup pris de drogue, notamment. Allez, j'ai envie de te dire oui. Bravo, effectivement. Il a fait notamment le marathon de Los Angeles en 2011 pour lever des fonds en faveur du conservatoire de musique de Silver Lake. Il a fait 3h53. Très honorable. Bien. Pas mal. Comme quoi, sexe, drogue, running and rock'n'roll. Deuxième question de ce vrai faux pour toi. Lors de l'enregistrement d'un de leurs clips à Los Angeles en 2002, les Red Hot Chili Peppers ont décidé de courir sur un tapis roulant géant qui était installé dans le studio. Malheureusement, l'expérience s'est avérée désastreuse lorsque le tapis roulant a soudainement accéléré en voyant Flea, dont on vient de parler, Anthony Kiedis, qui est le chanteur, hors du tapis, qui a entraîné des blessures et la suspension du tournage pendant une journée. Tu présentes tellement bien l'histoire que j'ai envie de te dire ouais, oui, mais est-ce qu'il je te faut dirais me croire? non. Est-ce qu'il faut... Eh ben ouais, il faut pas me croire. Voilà, j'ai menti. En tout cas, dans la question qui pique, ça m'arrive de mentir. Bravo, 2 sur 2, impressionnant. Heureusement que tu connais pas, hein. Imagine si tu connaissais le groupe, ça serait impressionnant. En 97, c'est la dernière question, alors que le groupe se produit au Fuji Rock Festival au pied du mont Fuji au Japon, leur concert a dû être arrêté après seulement quelques titres en raison d'un typhon qui approchait. Non. C'était vrai. Ah. C'était vrai, ils ont été plusieurs ce jour-là. Voilà, vous devez avoir Green Day, Prodigy, Beck, tout ça. Et voilà, ils ont dû tous annuler leur présence sur scène en raison du typhon qui était annoncé de façon imminente. Bon, bravo, franchement, 2 sur 3, t'es quand même très haute. Je t'adresse mes félicitations. C'est pas facile à le dire. Bravo, franchement, 2 sur 3. Ouais, il y a eu pas mal de chance, non? Non, c'est de la culture, je le sais. Allez, on va plonger dans ta course épique, Adrien, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous donner à voir qui compose ton équipe, puisque c'est une notion centrale et qui t'est particulièrement chère dans le raid aventure? Il n'y a que du numéro 10, je crois, dans ta team, on peut le dire. Ouais, non, on était, donc du coup, c'était une équipe sur ce raid, donc une équipe de 4 avec Absolu Raid. Du coup, on avait Audrey Hano qui était donc du coup la féminine de l'équipe. Ça s'est imposé par le règlement, faut qu'il y ait une femme. Ouais, c'est mixte en fait, voilà. Donc du coup, c'est au moins une femme ou un homme, et après on compose comme on veut. Du coup, Audrey, voilà, qui a déjà fait podium, je crois, sur un UTMB, donc il faisait du trail, qui faisait pas mal de VTT aussi à côté, qui a fait beaucoup d'alpi, même sur l'Himalaya, tout ça, enfin qui était assez aguerri. Donc on avait Audrey, puis je pense touche à tout, grosse caisse et surtout un mental indestructible. On avait du coup François Lalanne. François qui est, je sais pas s'il l'a passé là aussi, il est en train aussi d'aspirant, il est guide de haute montagne. Alors il a fait, il fait des profs de maths à côté, et du coup il fait maintenant guide aussi à côté. Quelqu'un justement, je pense que c'est un des plus gros moteurs que j'ai vu dans le sport outdoor,
et qui était pareil en touche à tout, qu'il fallait gérer des fois, alors quelqu'un de surintelligent, et à la fois qu'il fallait gérer sur les efforts parce que il était tellement fort et tellement, il voulait tellement mettre en fait sa force au service de l'équipe que il fallait le gérer un peu. Fallait le tempérer un peu. Voilà, Mais... parce qu'il se mettait des fois dans des états où, deux fois, je crois que 2 fois, les raids se sont terminés à l'hôpital parce que hémorragie et tout ça, en fait, parce qu'il se donnait trop. Il a été trop au bout. Et donc ça a fini à chaque fois aux urgences. Donc voilà, mais qui est un gros atout voilà, dans une équipe. Et Lionel Villeneuve, avec qui des fois on partageait l'orientation, qui était pareil, voilà, touche à tout, un Toulousain qui était à peu près bon partout et très bonne caisse aussi. Donc voilà, on était tous les 4. Et toi, Adrien, donc ta contribution plus particulière, c'était sur l'orientation, sur laquelle toi, tu avais aussi un rôle plus particulier. Puis, est-ce qu'il y a, au regard des disciplines qui étaient présentes, on peut imaginer tes disciplines de cœur. Est-ce que sur le reste, tu te sens aussi à l'aise et justement éviter le côté boulet que tu cherchais absolument à éviter? Mais voilà, quelles étaient un peu tes zones de contribution, tes zones fortes, et puis les choses sur lesquelles c'était peut-être un petit peu moins simple pour toi sur le papier, en tout cas? Moi j'ai essayé justement, comme je disais, en fait, d'être le plus complet possible, en fait, en m'entraînant beaucoup sur les points faibles et en surfant un petit peu sur mes sports de prédilection que j'ai travaillé durant mon enfance aussi. Donc c'est vrai que je travaillais un peu moins le vélo, qui était vraiment un point fort, mais où j'ai beaucoup travaillé sur les autres disciplines. Donc du coup, j'avais cette partie de gestion un petit peu de l'orientation en majorité là sur cette course. Et également après en kayak, j'avais Audrey avec moi, qui était voilà, un peu moins de force en kayak, un peu moins de technique peut-être que Lionel et François. Donc où je devais justement compenser, c'est parce que j'avais du coup bossé vachement en fait sur la partie kayak pour pouvoir justement compenser avec la féminine en fait là-dessus. Alors c'est vrai que bon là je parle avec Audrey, je vais me faire taper sur les doigts si une Clémentine Geoffrey par exemple écoute ça voilà avant de venir au trail, elle était quand même en équipe de France de kayak. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à m'apprendre en kayak. Mais là voilà, la situation a fait que je devais être un petit peu justement l'élément un peu plus fort de l'équipe pour pouvoir combler là-dessus et avoir vraiment un équilibre des deux bateaux voilà dans l'équipe. Donc du coup c'était voilà, mon rôle était vraiment de pouvoir donner beaucoup en kayak, être costaud enfin entre guillemets en orientation, et après bon en vélo et en trail j'arrivais à faire mon taf, mais c'était voilà un petit peu mon rôle dans l'équipe. Ouais. Vous êtes arrivé là-bas avec quelles ambitions? Puis est-ce que tu peux peut-être nous éclairer? Je ne sais pas s'il y a des nations qui sont traditionnellement fortes en raid d'aventure, connues pour l'être. En tout cas, voilà, vous, qu'est-ce que vous cherchiez à faire? Alors, il y a un contexte qui est un peu particulier aussi pour toi à titre personnel. Tu vas nous le raconter, qui est lié à cette compétition qui sera ta dernière, en tout cas en raid d'aventure. Ouais, moi, voilà, je m'étais fixé aussi dernière compète en raid. Et c'est vrai que quand j'arrête quelque chose, j'ai envie de bien finir. J'ai pas envie d'avoir de regrets après. Et je trouve que c'est tellement bien d'arrêter quelque chose quand tu te dis, voilà, t'es au plus haut de ce que tu as pu atteindre. Donc ça veut pas dire être forcément premier, mais au moins d'être au plus haut de ce que tu peux atteindre. Et j'avais vraiment envie que ça soit une course aboutie. Et on l'avait vraiment préparé avec les copains, avec Audrey. Vraiment, on l'avait vraiment préparé pour arriver à faire de cette course-là une réussite en fait. Et sachant aussi que voilà, j'ai mes parents qui ont un pied à terre en fait à Playa de Haro aussi, enfin à côté de Playa de Haro, et donc où depuis tout petit en fait j'allais. Et donc c'est vrai que ça me tenait aussi à cœur en fait à me dire j'ai passé tous mes étés là-bas gamin, et donc du coup ça me tenait à cœur de voilà d'aller là-bas. C'était quelque chose qui était vraiment chouette en fait. C'était un beau finish, je trouve. Donc j'avais vraiment envie de partager quelque chose d'extraordinaire en fait avec l'équipe. Donc on avait tout fait pour bien le faire. Après maintenant les ambitions, on savait très bien qu'il y avait des grosses équipes, que ça soit voilà des Finlandais qui sont toujours très forts sur les parties orientation, les Espagnols en plus, on avait une équipe d'Espagnols qui était vraiment locale, donc qui connaissait bien aussi le secteur. On avait de belles équipes en face et des équipes françaises, parce que les Français sont très très costauds en raid, donc on était loin d'être la meilleure, la meilleure et la seule équipe française. Donc une belle battle, et donc voilà, donc c'était les ambitions, c'était on s'est jamais
je crois qu'on s'est jamais permis de rêver de gagner un ARWS en fait. On avait envie de faire des belles courses, mais de là à se dire qu'on avait les moyens de gagner, je pense pas. Ouais, je me rappelle pas. Ouais. Qu'est-ce que toi te donnait envie de passer à autre chose aussi? Est-ce que c'était l'appel peut-être du trail que tu avais envie de creuser un peu plus? Est-ce que c'était, enfin voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu passer aussi à autre chose? Ouais, c'était un moment où je courais aussi beaucoup et le trail marchait pas trop mal. Et du coup, j'avais envie aussi quand même de tenter. Le trail se développer énormément et j'avais envie un petit peu de tenter l'aventure. C'est vrai que le raid, ça faisait un petit moment que j'y étais, même si je pense que je serais en forme maintenant, où j'aurais les moyens de le refaire. Si je pouvais refaire une course, ça serait un raid. Mais vraiment, c'est ouais, l'envie un petit peu de voilà de tourner une page. C'est quelque chose où je pense qui est super intéressant, mais où j'en ai fait quand même pas mal. Je pense y avoir laissé quand même quelques cartouches, quelques points de vie, comme on dit. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, voilà, j'ai voulu me souffler un peu et peut-être aussi avoir un peu plus de temps. Parce que s'entraîner pour du multi-activité, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Et donc j'ai voulu voilà, me consacrer plus au trail, peut-être plus facile au niveau de l'entraînement. Donc voilà, c'était le dernier. Donc Adrien, ça y est, on est le 8 septembre 2013, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens à l'approche imminente du départ? Dans ces moments-là, est-ce que tu es dans l'impatience pure? Est-ce que il y a de la place pour un peu de doute, d'interrogation? Est-ce que tu savoures parce que c'est la dernière d'autant plus? Comment tu te sens au moment où ça part? D'ailleurs, je crois que le départ était un peu particulier parce que le directeur de course a disparu, si j'ai bien compris. Il y a eu un mystère autour de lui, il est jamais venu. T'es super bien renseigné, ouais. Ça a été incroyable. Je crois que c'était quoi, 2 jours avant le départ, il a disparu. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, c'est l'ancien directeur de course qui a entre guillemets vendu, parce que c'était quelque chose de privé, hein, qui a vendu sa structure, Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa, qui est quand même un aventurier hors pair, hein, mine de rien. Et Antonio qui a repris la course en fait comme ça au pied levé, ça a été Mais vous avez perdu quelques heures, hein, c'est ça? Je crois que vous êtes parti 3 heures plus tard que prévu, non? Midi à la place de 9h, il me semble. Exactement. Ouais. On est parti un peu plus tard sur la plage de Playa del Oro. Ouais. Et en pleine chaleur, un truc tu peux pas mieux faire quoi. Tu pars sur un marathon à midi sur la plage en Espagne et franchement je pensais pas qu'on puisse tenir un marathon de manière aussi intense en se disant qu'en fait il restait quelques dizaines d'heures après à gérer encore. C'était assez incroyable, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, je me rappelle encore, on était 7 équipes, je crois, à se tirer la bourre, en fait, devant, où on est arrivé, mais quasiment dans un mouchoir de poche à la fin de ces 40 bornes de trail en orientation qui étaient ultra rapides. Et du coup, mais je me rappelle que moi, je me suis mis à fond complet et même à fond complet, j'avais du mal à suivre, quoi. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, en fait? On part où, là? Vous êtes tenus d'arriver tous ensemble, là, c'est ça, sur chacune des bascules, en tout cas. Est-ce que c'est tout au long de la course ou est-ce que c'est seulement sur les points d'étape et sur les changements où là, vous êtes vraiment tenus d'arriver tous ensemble? Tout au long de la course, et on doit toujours être à vue. Donc ça veut dire qu'en fait, on est tout le temps ensemble. Mais non, ça a été très rapide. Et puis on arrive, du coup, à la fin de ça, on prend le vélo. Là, on savait pas trop sur quoi on partait. On se disait, ça doit être assez rapide et tout ça. En fait, on a eu pas mal on a dû pousser beaucoup les vélos. Et je crois qu'on gagne cette section. Et tu vois, on la gagne en 24 heures. Donc, ouais, c'était assez rigolo comme séance. Et après, bon, du coup, voilà, on enchaîne un petit peu les différentes étapes de jour, de nuit. Et puis on se retrouve à quoi, 3 équipes, quoi, vraiment 3 équipes. Nous, on se voyait pas du tout dans ce niveau-là. Et je crois qu'ils avaient, Les Espagnols, bâché, en fait, je crois, Buff. Assez top niveau là, Ouais. Cyanosis, je crois. Ouais. Qui eux ont dû abandonner. Bah, c'est vrai qu'en fait, on était tous, en fait, vu qu'on était toujours dans un mouchoir de poche, c'était ultra tendu, en fait, et il fallait gérer vachement cette pression aussi, tout ça, en fait, et du coup, bah, ça t'induit en erreur, forcément, ça te pousse à la faute, en fait, hein, donc du coup, fallait vachement gérer ça. Ça reste harmonieux entre vous, là, dans ces moments, justement, où vous rentrez quand même fort dedans, la fatigue, etc., le manque de sommeil. Est-ce que, malgré tout et en toutes circonstances, avec les tempéraments aussi que tu sembles décrire dans l'équipe, est-ce que l'intérêt supérieur de l'équipe, il est tout le temps au-dessus, ou est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des désaccords qui peuvent être y avoir un désaccord. préjudiciables? En fait, après, il faut être intelligent. En fait, et faut bien réfléchir à quelque chose, c'est que à ce moment-là, tout ce que tu vas faire va servir ou desservir l'équipe. Donc, voilà, à un moment donné, on peut être en désaccord sur un point, mais si ça dessert l'équipe, est-ce qu'il est bon de le transmettre?
Voilà, c'est un peu la question à se poser. Et ça, je pense que c'est pour ça que je dis des fois c'est un peu une école de la vie, mais c'est dans la vie c'est aussi comme ça dans certains moments. Et je pense que voilà, il faut savoir se dire peut-être là on n'est pas d'accord, peut-être voilà. Mais par contre, lui il a un rôle, elle a un rôle. On s'est donné des rôles, on se fait confiance. Et si on s'est donné des rôles une fois qu'on était lucide, qu'on était reposé, c'est qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être que dans ces rôles-là, c'est lui ou elle, en fait, qui sont les plus forts, en fait, là-dessus. Donc, s'il y a des choix qui sont faits, même si à ce moment-là, on les pense pas bons, on doit le respecter. Parce que, justement, c'est le rôle de cette personne-là, et je pense qu'il faut le respecter parce qu'on a, voilà, on a découpé un petit peu l'équipe comme ça. Donc, il peut y avoir ces moments-là. Après, il y a des fois où, on sait que c'est pour l'équipe quand on demande à un François qui est monstrueux et on n'arrête pas à un moment donné de lui dire qu'il veut absolument tracter et qu'on lui dit non, tracte pas maintenant, reste tranquille, fais derrière moi. Oui, mais j'en ai marre. Là, je fais de la balade, c'est de la rando, c'est oui, mais on s'en fout. Tu vas rester frustré parce que par contre, à la fin, on aura besoin de toi. Et c'est vrai que quand on a besoin de lui, quand il a fallu tracter, c'était un monstre en fait à la fin. Et on va dire que oui, on a gagné une partie grâce à lui parce qu'il a su tellement en fait mettre sa force au service de l'équipe au bon moment que c'était bien. Même si sur le coup, lui, il était pas d'accord parce qu'il voulait tracter, il voulait donner pour l'équipe avant. Mais on savait qu'en fait sa force, elle était après. Il fallait s'en servir après. Donc il y a des stratégies qui sont mises en place à froid. Et ensuite, on est dans la course et il faut les respecter. On se respecte tous les uns les autres parce qu'on a tous des forces en fait chacun de son côté. Donc c'est vraiment l'intérêt en fait dans l'équipe. Et de là donc on arrive à avancer. Après c'est se coordonner aussi pour les moments de sommeil parce que je crois de mémoire on avait dormi à peu près 1 heure et quart sur à peu près 85 heures par là de course. Donc du coup ce qui fait peu mine de rien. Mais on a essayé à chaque fois de s'arrêter au même moment où on impose en fait en fonction de chacun de se mettre d'accord à quel moment on se pose et auquel moment on dort. Enfin justement à la fin je m'endormais complètement, on a été obligé de s'arrêter en fait sur la dernière nuit. Clairement T'étais sur le vélo, c'est ça, à ce sur le moment-là, vélo, BTP? ouais, sur le vélo, et c'est vrai que ça paraît bête de dire on tombe parce qu'on s'endort sur le vélo, mais en fait quand tu dors pas de 4 jours, que tu es concentré jour et nuit sur la carte en orientation, c'est très difficile en fait d'arriver à garder l'attention. Et malgré la vitesse ou la technicité des fois de certains chemins, du coup tu peux te prendre des pelles en fait, et donc c'est le moment où il faut savoir dire stop, se mettre dans un fossé, dormir un petit peu dans un fossé pour pouvoir mieux repartir et repartir avec les idées claires. Et c'est vrai que là, moi, les copains ont su le faire aussi au moment où c'est toi qui commences à lâcher. Et donc du coup, là clairement on voit parce que bon, au fur et à mesure qu'on voit justement les tout bons qui flanchent, nous on se retrouve dans les trois, forcément tu commences à rêver, tu commences à jouer, on est compétiteur et tu te dis oui, c'est peut-être en fait il y a peut-être quelque chose qui est possible quoi. Et donc forcément c'est là où ça te booste encore plus. Et bon là un petit coup de frein et tu finis dans un fossé et dormir parce que du coup ça va plus. Et là on perd beaucoup de temps, les Espagnols sont en tête et là c'est vrai que du coup là où à un moment donné et je me souviens encore mais de ce moment mais comme c'était hier, on part sur un endroit et d'un coup je dis à l'équipe, je dis stop, et du coup on s'arrête et je regarde la carte, non on va passer de l'autre côté, et ils me disent ouais mais t'es sûr, on va passer de l'autre côté. Et en fait on est sorti à un moment donné de la carte parce que je sais pas, on sentait un peu un chemin qui se dessinait en fait, même en sortant un peu de la carte qui était complètement logique en fait sur la ligne de montagne et sur les courbes, et en fait ça nous évitait de prendre des up and down en fait et de prendre les cols, et là de prendre en fait un chemin totalement, alors on faisait un peu plus de kilomètres mais totalement en fait à plat, totalement à flanc pour éviter en fait le dénivelé et arriver du coup sûrement beaucoup plus vite sur la balise. Tout le monde est prêt à jouer, à prendre ce risque-là dans l'équipe? Tout le monde est d'accord tout de suite sur ce coup de poker, se dire que s'il y a une victoire à aller chercher, c'est ça qu'il faut faire? C'est un choix. C'est un choix à ce moment-là. Je t'avouerai que je sais plus si y en a un qui a dit non ou pas à ce moment-là, mais on a pris la décision. T'as été convaincant visiblement. Ouais, je sais pas pourquoi à ce moment-là je le sentais comme ça. C'était un coup de poker clairement. De toute façon, sinon on le faisait pas, on allait faire 3e. Mais si tu te dis, en fait, peut-être que ce jour-là, tu te laisses la possibilité de faire un exploit. Est-ce que ça vaut pas le coup? Faire 3, bien sûr que c'est super, tu fais un podium sur un RWS, c'est génial.
Mais en fait, est-ce que se tolérer l'exploit, c'est pas quelque chose de fort aussi? Et je trouve que justement, se dire, c'est le moment de le tenter. On y va. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'est pas en tête. Donc du coup, on tente, et puis on arrive sur la balise, on arrive pile en même temps que les Espagnols. Et là, ils ont pas compris, ils nous ont vu arriver, ils savaient pas d'où on sortait. Alors qu'eux n'avaient pas spécialement fait des rêves. Petit coup moral quand même là pour eux. Ouais, petit coup moral, et c'est vrai que du coup, ils nous voient, ils comprennent pas. Et donc du coup, on fait la descente avec eux, on arrive sur la dernière assistance. On savait qu'après, il nous restait 25 km de trail en orientation et une via ferrata. Et là, en fait, c'était assez rigolo parce qu'il y a le capitaine aussi espagnol que je connaissais très bien. On avait fait une course un petit peu en ski alpi ensemble dans les Pyrénées, tout ça. On le connaissait très bien. Et on s'apprécie beaucoup. Et là, en fait, c'est le moment où on est deux équipes. Il reste un trail de 25 bornes. Tu te dis qu'il y en a l'un ou l'autre qui va gagner, en fait. Et là, on s'est changé, vite fait. On a posé les vélos. Et on s'est regardé, et c'est assez rigolo, encore ce regard, j'ai encore ce regard en tête. Je vois un truc de western, là, tel que tu me le décris. Ouais, je vois les saloons de chaque côté, et puis une grande ligne droite avec du sable et des bols de paille. Il y avait pas les saloons, mais il pouvait y avoir la paille, parce qu'on était dans un grand champ, tu vois, jaune, un peu sec, là, tu vois, sorti d'été. Et putain, on est resté, je pense, bien 2 secondes, les yeux dans les yeux, on s'est regardé, et on est tous partis, en fait, les 2 équipes, à bloc. Et là, de suite, j'ai dit à l'équipe, en fait, on a la Via Ferrata à la fin, et après il devait rester 20 minutes après la Via Ferrata de course. Mais je leur ai dit, en fait, si on rentre dans la Via Ferrata avant, on est sûr de gagner. Parce qu'après, en fait, si on rentre dedans, une fois qu'ils se déséquipent ou quoi derrière, ou si on veut pouvoir jouer un peu, entre guillemets, le bluff sur la Via Ferrata, les faire reculer un peu pendant qu'il y en a 2 qui avancent, enfin, on sait faire. Et donc du coup, on le joue au bluff. Et en fait, ce qu'il faut, c'est, on a notre ligne d'arrivée, c'est l'entrée de la Via Ferrata, et on donne tout pour arriver premier là-bas, et derrière, c'est acquis. Et en fait, on est parti, mais comme des avions. Là, moi, je suis arrivé cramé là de la VTT orientation, justement, où j'avais tout donné pour pouvoir justement me faire ce coup de poker et bien faire. Et là, du coup, j'ai laissé l'orientation à Lionel pour le dernier trail. J'ai dit, là, tu seras plus performant que moi. Vas-y, c'est toi qui prends. Et lui a pris l'orientation, et François a tracté. Là, du coup, a tracté Audrey. Et Audrey, qui en a vomi et tout ça, on disait, mais ça va Audrey, oui, je m'en fous, on va gagner. C'était vraiment une détermination, mais comme je l'avais rarement vu. Et un gros trail. Et du coup, on arrive premier sur la Via Ferrata, et bon, c'est pas, ça il faut pas trop le dire, mais c'est vrai que la Via Ferrata, elle était de nuit. Je crois qu'on a dû l'entamer vers 11h du soir, un truc comme ça. Je t'avouerai qu'on s'est pas souvent attaché, en fait. On s'est pas souvent vaché, parce que là, c'est là où tu vois, ça devient un peu couillon, hein, c'est que... Je m'attendais à ce que tu me dises que vous avez coupé les câbles, parce que c'était bien moins élégant. Non, c'est surtout qu'en fait, on était tellement focus sur la course, en fait, tellement dedans, tellement, il y avait plus rien d'autre qui nous passait à l'esprit que, heureusement qu'il nous est rien arrivé. Et puis on a essayé de faire vraiment au plus vite. On était à bloc sur la Via, et là on sort de la Via, et là on s'est dit c'est bon, elle est pour nous. Mais c'était un moment super fort, et je trouve que c'était ces moments d'équipe en fait qui ont été incroyables, avec chacun un rôle et une configuration de course que mine de rien on pouvait pas espérer. Un aboutissement, je pense. Un vrai aboutissement, un aboutissement pour l'équipe, parce que je pense qu'on s'est donné les moyens avec cette équipe de faire beaucoup, on s'est vraiment donné les moyens pendant des années. Moi, je suis rentré en 2007, et tu vois, là, c'était 2013, on s'est vraiment donné les moyens. Et je trouve que c'est un bel accomplissement pour l'équipe, pour la suite qu'elle allait avoir avec Absolu. Et je trouve que ça allait donner un coup de boost, en fait, pour la suite. Et puis, je sais pas si c'est fierté, mais cette émotion, cette réussite, en fait, de pouvoir me dire, satisfaction. Voilà, j'arrête en haut, en fait, et je vais pas redescendre. Je vais pas redescendre parce que j'arrête là. Et je trouve ça, je trouve que c'était la meilleure fin, en fait. Une image que tu retiens, en tout cas l'image. Là, si je te parle de cette course, qu'est-ce qui te vient à l'esprit à un moment? En fait, comme ça, j'ai envie de te dire le dernier point d'assistance. Ce croisement un petit peu de regard avant le fight final. Ouais, c'était assez chouette. Et après, parce que c'est une image. Après ce moment vécu pendant ces 85 heures, peut-être là, du coup, d'efforts, avec l'équipe, ça c'est une chose. Mais après, si c'était qu'une image, peut-être celle-là, justement, de ce côté un petit peu, où là, c'était vraiment,
ce côté de compétiteur en fait qui rentrait vraiment dans le game, quoi. Les Espagnols donc de Griffon qui ont pris la deuxième place en 85h20 et les Arvern Outdoor qui terminent troisième en 89h43 pour boucler ce podium. Est-ce que cette expérience en raid, elle t'a aidé ensuite en tant que sportif là, sur ta carrière de trail à laquelle tu t'es un peu plus consacré? Est-ce qu'elle te sert encore plus largement aujourd'hui d'un point de vue physique, mental, gestion, etc. Est-ce que tu as des apprentissages de ça qui sont toujours aussi constitutifs de toi, la façon dont tu gères ta carrière et puis tes rôles aujourd'hui, tes différents rôles? Elle me sert beaucoup maintenant, oui. Avant, en fait, dans le côté trail, elle m'a moins servi dans le sens où j'ai fini la saison de 2013 où j'ai fait le trail des hospitaliers justement dont on a parlé tout à l'heure juste après, qui était fin octobre. Je sais plus si on a dit que tu l'avais gagné. On a parlé d'Annelise. Ouais, mais oui, du coup j'avais. Ouais. Bon, je me permets de et après j'avais fait un péché de gourmandise, j'ai voulu aller à la Transmartinique juste après, où du coup j'avais bâché, j'étais rincé, j'avais tendinite en fait, et j'avais fait 80 bornes. J'étais resté, on était 3-4 devant, et en fait là c'était un gros péché de gourmandise, j'avais trop enchaîné en fait entre le raid, les hospitaliers, là juste après c'était la péché de gourmandise que j'essaye d'interdire mes athlètes de faire, mais le cordonnier le plus mal chaussé, on connaît l'histoire. Il a fallu que je teste avant pour pouvoir en parler. Et en fait ensuite ça a été un peu pas dire la descente aux enfers, mais un peu physiquement. C'est-à-dire, après, j'ai attrapé la maladie de Lyme, qui a été assez compliquée, même dans le traitement. Beaucoup de hauts et bas. Dont tu t'es sorti? Non, je me suis sorti, ouais. Mais pendant longtemps, ça a été vraiment des hauts et bas, beaucoup. Dès que la forme était assez basse, j'étais complètement au fond du trou pendant longtemps. Ça a été assez complexe. On pense à Xavier Thévenard, juste je fais une petite parenthèse. Ouais, qui a eu pas mal de soucis avec. C'est notre espoir, en tout cas, en t'écoutant, qui, j'espère, sera annonciatrice de bonnes nouvelles le concernant. Voilà, ouais. Non, c'est bon. Mais voilà, quelque chose de pas très drôle. Et puis du coup j'avais des soucis de genoux, qui a commencé par opération croisée, un LCA, puis un ménisque, puis après 2 autres opérations encore derrière. Donc là il reste pas grand chose, si ce n'est beaucoup d'arthrose dans ce genou. Donc il m'empêche vraiment de pouvoir courir, plusieurs jours de suite ou faire de la longue distance. Donc du coup, ce qui m'a fait réduire en fait entre les deux choses, ça m'a fait réduire énormément en fait l'entraînement, et du coup ça m'a obligé, mais donc du coup peut-être un mal pour un bien, à me consacrer beaucoup plus sur la partie entraînement, sur la partie coaching, et essayer justement de pousser tout mon côté compétiteur, ma passion pour ce sport sur ce côté coach, et d'arriver à continuer à le vivre à travers aussi de mes athlètes, et de vivre ces émotions à travers la satisfaction de mes athlètes, de la réussite de mes athlètes. Et c'est ce qui m'a permis en fait de tourner la page, même si j'avoue qu'au début ça n'a pas été si facile de faire le deuil. Arrêter le raid comme ça quand t'es au plus haut, c'est génial, et quand t'as réussi, quand t'arrives, tu fais une réussite, c'est génial. Mais en fait, tout arrêter comme ça, le sport vraiment en compétition, quand tu ne l'as pas décidé, il y a eu un moment qui a été un petit peu difficile à accepter. Et bon, voilà, ce côté de coach aussi m'a permis de vraiment rebondir et voir vraiment l'avenir avec beaucoup plus d'ambition. Et ce qui m'a poussé justement à me consacrer à 100% comme j'ai pu l'être avant, moi en tant que sportif, mais vraiment là en tant que coach. Merci beaucoup Adrien d'avoir partagé avec nous ta course épique. J'ai 3 dernières questions pour toi avant qu'on se quitte. Je voulais qu'on reparle donc des championnats d'Europe à Annecy tout début juin. Qu'est-ce qu'on peut et vous souhaiter pour ces championnats d'Europe? Moi, j'ai envie de te dire le maximum de satisfaction et de médailles, en fait, de réussite et de médailles, que les 8 athlètes qui seront présents le jour J réussissent la grande course ce jour-là, et puissent justement aller chercher de belles médailles individuelles, et que forcément en fait cette force individuelle de chacun permette une force d'équipe extraordinaire, et du coup d'aller chercher les plus belles des médailles par équipe. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, tu peux en être sûr. Je voulais qu'on parle aussi d'Annelise avant de se quitter, Adrien, qui a des beaux projets aussi pour cette année.
Tout va bien là, les préparations? Est-ce que tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs un peu ces grands rendez-vous de l'année? Oui, mais là on est donc le 20 avril, samedi. On part mardi du coup sur Madère, sur l'île de Madère, où elle a le Mute du coup, l'ultra de Madère, 115 km vendredi soir prochain. C'est, je pense qu'elle est prête, je vais dire à 100%, comme on l'espère pour le prochain objectif, non, parce elle s'est pas entraînée tout l'hiver comme elle aurait pu pour un ultra qui est vraiment l'objectif de l'année, mais elle a essayé de le faire tout de même sérieusement pour pouvoir profiter d'une belle course et arriver vraiment à se faire plaisir tout au long de la course et vivre une bonne course. Ça, c'est vraiment important pour elle. Et ensuite, je vais être assez relax dans l'entraînement et la laisser vraiment tranquille pendant le mois de mai, que ce soit physiquement et mentalement. Et après, par contre, on relancera sur une grosse préparation de mois et demi pour préparer l'UTMB qui sera son objectif majeur cette année. Donc voilà. Et là, par contre, elle s'est arrangé de poser un peu plus de vacances, tout ça, pour vraiment essayer de préparer, j'espère de la meilleure des manières, cette UTMB qu'elle va faire cette année, qu'elle va faire une fois et seulement une fois. Donc elle va essayer de bien le faire. Merci beaucoup Adrien. Dernière question du podcast, non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise de ta propre création ou existante que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ouais, je sais pas si je suis très devise, mais je dis toujours, en fait, c'est jamais de regret. Fais tout ce que tu fais à 100%, mais jamais de regret. C'est beau de se quitter là-dessus. Merci Adrien. C'est malheureusement la fin de cet épisode. On a passé plus d'1h40 ensemble. Je n'ai rien vu passer. Merci beaucoup de nous avoir donné à voir cette belle discipline qu'est le raid d'aventure, dont on ne parle pas forcément beaucoup. Je l'avais un peu traité par l'entremise de Sébastien Réchon dans le podcast il y a quelques temps. Mais voilà, merci en tout cas de nous avoir fait vivre cette expérience avec toi. On sent combien cette discipline t'est chère. Et puis merci aussi de nous avoir pris le temps de nous donner à découvrir, à bien comprendre les différentes missions qui sont les tiennes dans ton rôle à la fois de coach et puis de sélectionneur de l'équipe de France. Je souhaite beaucoup de bonheur à toi, tes équipes, à nous, supporters français aussi, pour les grands objectifs collectifs qui vous attendent là dans quelques semaines. On va vous suivre avec les yeux, avec le cœur. Et puis, je te souhaite à titre personnel, évidemment, de t'accomplir pleinement dans ta vie familiale auprès d'Annelise, Faustin, ton aîné. Voilà, sois heureux, je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Guillaume. Vraiment un échange très sympa. Et puis merci beaucoup à toutes et tous. Si vous êtes arrivés jusque-là, si vous êtes arrivés à écouter, vous êtes finisher de l'épisode. Il y a une petite médaille qui vous attend à l'arrivée. On vous envoie ça avec Adrien. Salut Adrien, merci pour ce super moment. Merci beaucoup et bonne journée à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.